le 19h30, Nathalie Malleux. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une, un nouveau défilé de personnalités politiques au Palais Royal. Le tandem PS-NVA a présenté sa démission et le roi mène encore des consultations. Détails en direct avec Tidiem Kouache. Des fraudes à l'ONSS, certains ont bien compris comment détourner des aides financières octroyées en pleine crise sanitaire. Changement de cap pour Ryanair, la compagnie aérienne diminuera encore ses vols de 20% en septembre et octobre. Elle espérait pourtant un redécollage de ses activités. Plus d'informations avec Alexis Gonzalez. La semaine sera chargée dans le camp démocrate aux États-Unis. Il s'agit de désigner officiellement le candidat Biden et il est soutenu par Michelle Obama notamment, qui prend la parole ce soir. Et puis, le voici coach à temps plein. Vincent Kompany met un terme à sa carrière de joueur pour être avant tout entraîneur d'Anderlecht. Le capitaine des Diables Rouges explique son choix dans un instant. Et c'est donc reparti pour un tour de consultation royale. Depuis cet après-midi, les présidents de partis se succèdent à nouveau au palais. Alors qui va prendre la main pour tenter de dégager une coalition fédérale? Une certitude, le tandem PS-NVA a officiellement remis sa démission et les deux préformateurs s'expliquent. Daniel Welter. Ce n'était pas vraiment une surprise. Depuis vendredi, on savait que Bart De Wever et Paul Magnette allaient ce matin demander à être déchargés de leur mission. Pour les deux préformateurs, on était pourtant tout près du but. Pour nous, PS, c'était pas du tout évident de discuter avec la NVA a priori. On sait que tout nous oppose, mais vu la gravité de la crise et vu la situation politique qui ne fait qu'empirer, on a fait l'effort de cette discussion. On a pu convaincre la NVA qu'il fallait des mesures sociales fortes. Dat was zeker geen evidente missie. Toch hebben wij een basisakkoord bereikt. En we vonden 5 partijen bereid om zich daarachter te scharen als startpunt voor regeringsonderhandelingen. We hadden nog 1 partij nodig, 1 enkele, om een volwaardige meerderheidsregering te vormen. À les entendre, ce qui a vraiment coincé, c'est le manque de volonté des derniers partis à convaincre. Croire qu'on peut faire un accord de gouvernement où tout le monde retrouve 100% de son programme, c'est totalement impossible. Donc oui, on sait qu'il y a des points difficiles pour chacune des formations politiques, mais pour pouvoir les aborder, il faut au moins entamer des négociations. Or, jusqu'ici, elles n'ont jamais été totalement entamées, et je le regrette. Het akkoord was voor niemand te nemen of te laten, maar het bood een stevige basis en dus een grote kans op succes. Aucun coupable n'est directement pointé, mais les libéraux et les écologistes sont particulièrement visés. L'axe bleu-vert, ce n'est qu'un prétexte. Je pense que les écologistes n'ont jamais véritablement voulu franchir le pas et les libéraux posent des conditions qui font que l'accord à ce moment-là n'est plus possible. Si on doit faire un accord avec la NVA et en plus ne pas avoir de mesures sociales, ça c'est évidemment impossible pour le Parti socialiste. Betreur ik enorm dat alsnog de moed ontbreekt om de carousel van formatierondes eindelijk te stoppen. Ik weet dat een akkoord maken veel moeilijker is dan een oplossing torpederen of dan roepen langs de zijlijn. Ceci dit, jamais on n'aura entendu PS et NVA autant parler d'une seule voix. Tous deux se disent prêts à continuer à envisager d'autres formules pour sortir de la crise. Oui, notez que le roi n'a pas encore accepté cette démission du duo PS-NVA, mais il consulte. Au palais, nous rejoignons Tidiem Kouache. Bonsoir Diem. Le roi a eu un agenda chargé aujourd'hui et ce sera pareil demain. Oui Nathalie, pour tenter d'y voir plus clair, le roi a reçu d'abord la famille chrétienne démocrate avec Joachim Kunz, le président du CDNV. Le roi s'est par la suite entretenu par téléphone avec Maxime Prévost, le président du CDH. Et puis le souverain a aussi consulté Conner Rousseau, le président du SPA, le Parti socialiste flamand. C'est d'ailleurs le seul président qui s'est exprimé aux grilles du palais aujourd'hui après que le duo de préformateurs ait remis leur démission. Je vous propose de l'écouter. Ja, eigenlijk staan we op een zucht van een akkoord. En er zijn de laatste maanden en weken gigantische inspanningen gebeurd. Er zijn dingen gebeurd die we lang niet meer voor mogelijk hadden gehouden. En er zijn enorme opofferingen gebeurd ook en toegevingen gedaan. En het zou zo jammer zijn als we nu opnieuw van nul moeten beginnen. Ik denk dat we dan de mensen niet uitgelegd krijgen dat we na een jaar en zoveel maanden na de verkiezingen nu terug van nul zouden beginnen. Dat lijkt me onmogelijk. En dus ik roep iedereen op om die eigen partijbelangen te overstijgen. En ik en SPA zal alles eraan blijven doen om een regering mogelijk te maken. De
Demain, le roi reprendra ses consultations. Il verra les présidents libéraux séparément. D'abord Egbert Lacarte pour l'Open VLD, puis Georges-Louis Boucher pour l'EMR. Il enchaînera ensuite avec le duo des coprésidents d'écolo, Jean-Marc Nollet et Raja Mawan. Merem Almaty, la présidente de Groen, suivra ses homologues francophones. Et pour clôturer ce tour des consultations, il verra François De Smet pour Défi. Au terme de la journée de demain, le roi pourrait décider de décharger Paul Magnette et Bart De Wever de leur mission et nommer peut-être un nouveau duo, peut-être composé d'un libéral ou d'un écologiste pour reprendre la main. Car pour certains, le contre-la-montre a démarré. Il reste un mois jour pour aboutir et former le prochain gouvernement fédéral. Le 17 septembre, le gouvernement fédéral de Sophie Wilmès demandera la confiance au Parlement fédéral et il risque de ne pas l'obtenir. Et cela signifierait un retour aux urnes. Merci à vous, Diem. En attendant, on a l'impression que l'on tourne en rond. Alors, quel scénario pour quelle coalition? On voit cela avec vous, Imad Messoudi. Un constat d'abord, on a tout essayé. On a tout essayé et tout a échoué. Une coalition avec ou sans les socialistes, avec ou sans la NVA, les libéraux, les centristes, les écologistes. Bref, 449 jours après les élections de mai 2019, on n'est toujours pas plus avancé. Il n'y a pas vraiment de nouvelles pistes possibles. Une chose semble néanmoins certaine, les familles politiques qu'on a essayé de séparer, comme les socialistes ou les libéraux, eh bien ces familles sont aujourd'hui plus unies que jamais. Et des pistes déjà explorées pourraient-elles ressurgir, Imad? Alors on pourrait imaginer le retour de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire la coalition entre socialistes, libéraux et écologistes. Ces trois familles politiques ensemble représentent 75 sièges. Ce n'est pas suffisant pour une majorité, mais avec le CDNV, cela pourrait faire 87 sièges. C'est la fameuse coalition Vivaldi avec une majorité, une quasi-majorité côté flamand. Si le CDNV devait rechigner, eh bien le CDH pourrait apporter son soutien à un arc-en-ciel, cela ferait 79 sièges, une majorité. Donc c'est une autre possibilité, mais avec un réel déséquilibre en faveur des francophones. Quid de la NVA dans tout cela? Alors à l'heure actuelle, c'est très difficile d'imaginer la NVA dans une majorité au fédéral, mais son poids politique important à la Chambre pourrait peser pour voter la dissolution de la Chambre et donc un retour aux urnes, de nouvelles élections. Cette option, elle a été évoquée ce matin par le président des libéraux flamands, c'est Egbert Lacarte, qui plaide, lui, pour un renforcement du gouvernement Wilmès en attendant des élections, mais pas avant 2021 à cause du coronavirus. Les élections, c'est peut-être, Nathalie, la piste la plus envisageable. Merci à vous, Imad, pour toutes ces explications. Dans l'actualité, il y a aussi ces fraudeurs qui profitent de la crise sanitaire. Vous le savez, certaines aides sont octroyées aux entreprises en difficulté. Or, d'aucuns y voient une opportunité et trompent l'ONSS pour obtenir ces fameux coups de pouce financiers. Explication d'Éric Bever. Appelons-la Vanessa. Pendant ses études, elle avait travaillé dans un bar, c'était il y a 6 ans, mais ses anciens employeurs se sont apparemment servis de son identité pour tenter d'extorquer la sécurité sociale pendant le confinement. Ils demandent un chômage à mon nom, comme si j'étais employée chez eux, pour eux en fait. Sauf que je ne travaille pas pour eux et je n'ai pas demandé de chômage. Une tentative de fraude qui n'est pas la seule. L'ONSS en a repéré d'autres liées au Covid-19. On a constaté qu'il y a des employeurs qui ont fait une déclaration sur l'honneur comme quoi ils étaient obligés de fermer. Et en réalité, ils n'étaient pas fermés. Donc nous avons d'ailleurs fait des contrôles pendant le mois de mai et le mois de juin chez 2000 employeurs qui avaient fait une telle déclaration. Et chez certains, on a constaté que ce n'était pas correct, qu'ils étaient quand même encore ouverts. Comment l'ONSS, l'ONEM ou l'INAMI découvrent-ils de telles fraudes? Il y a des contrôles, ils ont continué malgré la crise sanitaire. Il y a aussi des dénonciations, comme toujours, et puis de plus en plus des croisements de bases de données. Le plus important, c'est qu'on trouve le plus vite possible de telles anomalies. Parce que chaque mois, chaque trimestre, que quelqu'un reste enregistré dans notre banque de données, ça donne droit à des allocations. Et donc, si on ne tombe pas là-dessus, bon, c'est un montant important. Vanessa, elle, n'a pas vraiment perdu d'argent dans sa mésaventure, mais l'utilisation de son identité aurait pu lui valoir des ennuis. Imaginons que j'ai besoin d'un chômage avec la crise ou quoi, peut-être qu'on me dira mais non, vous l'avez déjà reçu, alors que je ne l'ai jamais reçu, je n'ai jamais fait cette demande. C'est l'entreprise qui l'a faite à ma place pour eux.
Le conseil en tout cas, si vous recevez un courrier qui vous intrigue de la part de l'ONSS, de l'ONEM ou d'un autre service, appelez-les sans tarder. Certains fraudeurs sont peut-être en train de se servir de vous pour obtenir un bout de ciel bleu auquel ils n'ont pas droit. La crise sanitaire qui plombe toujours le secteur aérien. Ryanair, par exemple, avait déjà limité ses vols. La compagnie espérait un redécollage en septembre, mais il n'en sera rien. Bonsoir Alexis Gonzalez. Ryanair va encore limiter les rotations. Oui, Ryanair va diminuer de 20% son offre de vol. Pour l'instant, en Belgique, on ne sait pas quel impact aura cette décision. Mais ce qu'on sait, c'est que les restrictions de voyage, notamment 14 jours de quarantaine imposées par plusieurs pays, dont le dernier en date, les Royaumes-Unis, aux voyageurs en provenance d'Espagne, de France, de Suède ou d'Irlande, ont eu un impact sur les réservations, puisque cela crée beaucoup d'incertitudes chez les voyageurs. Ryanair avait prévu une offre de 70% en septembre. Elle ne sera que de 50%, et elle a déjà prévenu par courrier électronique les personnes qui avaient réservé pour les mois de septembre. Le mois d'octobre, ça arrivera bientôt puisqu'il y avait très peu de réservations, nous dit la compagnie aérienne. Alors il faut savoir une précision, c'est important, c'est que cela concerne la fréquence, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins d'avions, il n'y aura pas de suppression de lignes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 avions pour Madrid sur la journée, il n'y en aura plus qu'un. Voilà pour cette précision. Il faut suivre également l'évolution du trafic aérien. D'autres compagnies aériennes pourraient prendre ce type de décision également. On le voit donc, la reprise du trafic aérien va prendre encore beaucoup de temps. Alexis Gonzalez à l'aéroport de Charleroi. Merci à vous Alexis. Ce lundi est déjà synonyme de retour à l'école pour de nombreux enseignants et directeurs. Il faut bien préparer une rentrée qui, en principe, se déroulera quasi normalement, mais avec de strictes mesures sanitaires. Une perspective envisagée avec plus ou moins de sérénité. Voyez ce reportage à Liège de Natacha Mann. Bonjour Anaïs, tout va bien? Les vacances ont été bonnes? Pour la dernière fois de sa carrière, l'heure de la rentrée a sonné pour Marc Belleflamme. Dans 15 jours, il accueillera 1200 élèves de secondaire. Alors avant, il faut gérer les inscriptions et les ultimes préparatifs. Cette année sera sans doute un peu particulière. Pour l'instant, il préfère relativiser. Je fais comme si on était devant une rentrée normale. Parce que bon, le code jaune s'apparente à une rentrée, je vais dire, classique. On a quand même acquis durant les derniers mois de l'année scolaire précédente une capacité à la réaction spontanée et à la gestion de l'imprévu. En ce début d'année, il va falloir s'occuper des normes sanitaires, désinfection des mains, port du masque et distanciation. De ce côté-là, tout est prêt. Aujourd'hui, ce qui préoccupe ce directeur, ce sont les élèves. Nous avons déjà prévu de mettre en place tout un dispositif d'accrochage scolaire pour récupérer ceux qui, en mai-juin, ne sont peut-être plus venus à l'école suite au discours et à l'ambiance qui règne à ce moment-là. Mais il nous faut aussi faire en sorte que nos élèves puissent être équipés informatiquement. Et donc on a déjà pris les devants en commandant une centaine d'ordinateurs portables. À quelques kilomètres de là, dans cette école primaire, on pense aussi aux élèves. Objectif, faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et cela commence par une remise en ordre des locaux. Fini d'être seul sur son banc. On essaye que ça soit joyeux, vraiment serein pour les enfants, pour qu'ils soient apaisés de revenir à l'école. Et on refait des classes où ils peuvent reparler en îlot, choisir où ils s'asseyent. Aujourd'hui, il faut aussi répondre aux mails des parents un peu perdus et les rassurer. Mais la directrice sait qu'elle peut compter sur ses enseignants. Ici, l'équipe pédagogique est vraiment confiante. Voilà, on va faire la désinfection, on portera le masque et au niveau distanciation entre adultes. Mais maintenant, elles ont envie de reprendre le train-train quotidien et d'avancer. Les directeurs d'école savent qu'à tout moment, la situation pourrait évoluer. Mais pour l'instant, un seul mot d'ordre, on reste relax et on garde le sourire. Et malgré les apparences, cette rentrée ne rimera toujours pas avec gratuité. Chaque année, la Ligue des familles fait le même constat. Les achats obligatoires pèsent bien trop lourd sur le budget des ménages. Benoît Feith. Depuis quelques jours, les fournitures scolaires ont fait leur retour dans les rayons des supermarchés. De quoi répondre à la demande des parents qui doivent constituer une liste de rentrée pour leurs enfants. Au niveau de la trousse, on a un stylo, un cartable, un effaceur, 2 crayons noirs, une gomme, une paire de ciseaux, des surligneurs, des marqueurs, des colles, etc. Dans le cartable, on demande une latte, une équerre, un compas. Et au bout de la liste, la facture peut s'avérer salée. Donc cette année, je dirais
Une centaine d'euros peut-être. Et dans certains cas, cette liste de rentrée peut s'avérer encore plus coûteuse. Pas évident quand on élève seul 2 enfants, comme cette maman qui étouffe aujourd'hui sous le poids de ces fameux frais de rentrée. L'école ne fournit plus rien. Nous devons même payer les journaux de classe sur le côté, alors qu'avant les journaux de classe étaient gratuits. Nous devons tout payer, tout, de A jusqu'à Z. Vous devez un peu faire des sacrifices par ailleurs pour pouvoir payer tous ces frais? Oui, bien sûr. Oui. Un cas qui est loin d'être isolé. Car la Ligue des familles a épluché les listes de rentrée imposées par plusieurs écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon cette enquête, une rentrée scolaire coûterait ainsi en moyenne 406 € par élève de secondaire, 234 € par élève de primaire et 134 € par élève de 3e maternelle. Et cela alors qu'en Belgique, l'école est censée être gratuite. Le décret d'admission définit à son article 100 que les écoles reçoivent du financement pour fournir gratuitement des fournitures et du matériel scolaire aux enfants. Donc quand elles font payer les parents pour ce matériel, elles font payer une fois la communauté française et une fois les parents. C'est pas acceptable. Sans compter que certaines écoles imposent même l'achat de fournitures de marques bien précises, ce qui est totalement illégal. Pour mettre un terme à ces pratiques, la Ligue des familles demande donc à la Fédération Wallonie-Bruxelles de traquer les écoles qui continuent d'établir chaque année ces coûteuses listes de rentrée. Et à 2 semaines de la rentrée, un nouveau Conseil national de sécurité est programmé ce jeudi. Conseil national qui devrait tenir compte de chiffres officiels plus rassurants concernant la propagation de l'épidémie de coronavirus. Puisque selon Cienzano, on observe un ralentissement des contaminations. Regardez, 574 en moyenne la semaine passée, soit 5% de moins par rapport à la semaine précédente. Baisse de ce côté donc. Mais Cienzano relève aussi une hausse des hospitalisations. C'est vrai, mais il faut relativiser. La situation n'est en rien comparable à celle vécue en mars ou avril dernier. Aline Delvoye. La situation dans les hôpitaux est surveillée de près et les nouvelles ne sont pas excellentes car les chiffres continuent de grimper. Le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital continue d'augmenter lentement. Au cours de la dernière semaine, 243 personnes ont été hospitalisées pour Covid. C'est une moyenne de 35 par jour. Une augmentation certes, mais qui n'a rien de comparable avec le pic de l'épidémie. Fin mars, début avril, 3171 personnes avaient été admises à l'hôpital en une semaine, soit 13 fois plus que la semaine dernière. Quant au nombre total de personnes hospitalisées, il faut là aussi relativiser. On le voit sur cette courbe, il y avait une véritable vague début avril. Aujourd'hui, les hôpitaux parlent plutôt d'une vaguelette. Nous avons eu jusqu'à peu près 150 patients atteints du Covid hospitalisés en classique et en soins intensifs. Aujourd'hui, tout confondu, nous avons 10 patients. Donc l'amplitude de la vague au niveau hospitalisation, elle est bien plus faible qu'en termes de nouveaux cas diagnostiqués. Quant à la pression sur les lits en soins intensifs, elle est nettement plus faible. Il y a 15 fois moins de lits occupés aujourd'hui par rapport à début avril. Quant à l'obligation de port du masque, elle reste très variable selon les régions et les communes. Prenez Étainpuy en Wallonie. Ce fut l'une des premières à imposer le masque sur son territoire. Mais dès demain, l'obligation générale tombe. Explication de ce revirement avec Thibaut Balthazar. Voilà une image qui risque de se raréfier à Étainpuy. Demain, le masque ne sera plus obligatoire en extérieur. Une décision qui fait réagir les habitants de ce petit territoire de Wallonie-Picarde. C'est ridicule. Je trouve que c'est quand même une sécurité pour aussi bien pour les autres que pour nous. Je pense qu'on est perdu en fait. On ne sait plus ce qu'on veut faire, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Mais dans la rue, est-ce que c'est vraiment utile? Je pense que c'est positif pour le peu que les gens soient responsables. Fin juillet, Étainpuy est l'une des premières communes à imposer le masque obligatoire sur toute l'entité. 3 semaines plus tard, il n'y a plus de cas de Covid sur la commune. Une raison qui pousse les autorités à assouplir les mesures. Ce n'est pas du tout faire marche arrière, c'est au contraire avancer pour montrer à la population qu'il y a moins d'épidémies dans l'entité d'Étainpuy. Et je crois apporter quelque chose de plus facile, c'est-à-dire que chacun doit avoir le masque sur soi
et le porter lorsque vous ne respectez pas la distance de 1,50 m. Je pense qu'en effet, il y a moyen de relever un peu les mesures, c'est-à-dire maintenir ce que le CNS a dit, le port du masque dans les magasins, dans les lieux publics avec foule, dans les centres-villes s'il y a du monde, mais peut-être qu'en dehors, en effet, s'il y a peu de cas, s'il y a peu de transmission, ça a moins de sens. Et je comprends tout à fait la levée de cette mesure, puisque l'importance, c'est de maintenir le port du masque dans les endroits où c'est nécessaire, dans le temps. Et donc, il ne faut pas décourager les gens à tout prix de le porter tout le temps. C'est donc la fin du port du masque obligatoire à Étain-Puy. Une décision qui fera bien sûr l'objet de réévaluation en fonction de l'évolution de la pandémie. Bonjour à tous. Dans une heure, Paul Magnette et Bart de Wever ont rendez-vous avec le roi. Une rencontre qui pourra mettre fin à leur mission de préformateur. Ils ont en tout cas annoncé vouloir en être déchargés. Ils ne sont pas parvenus à former un gouvernement autour de leurs deux partis, le PS et la NVA. Un duo écolo-Open-VLD pourrait prendre le relais. Je suis prête à assumer mes responsabilités et agir en tant que leader national. Déclaration de la Biélorusse Svetlana Tikhanovskaya, actuellement réfugiée en Lituanie. La candidate d'opposition à l'élection présidentielle de Biélorussie réagit à la vague de manifestations qui secouent son pays depuis le scrutin. Hier, des dizaines de milliers de personnes au moins ont une nouvelle fois défilé dans les rues de Minsk, la capitale, pour mettre la pression sur le président Loukachenko, un président qui répète que les élections n'ont pas été frauduleuses. Le Liban, soumis à 2 semaines de confinement dès aujourd'hui à cause du nouveau coronavirus. L'état d'urgence médicale a été déclaré par le ministre de la Santé du gouvernement intérimaire. Hier, 439 nouvelles contaminations ont été recensées en 24 heures, un chiffre jamais atteint dans le pays. Joe Biden sera officiellement désigné candidat pour l'élection présidentielle américaine ce lundi. Ce sera lors d'une convention du Parti démocrate, une convention virtuelle, crise sanitaire oblige. D'habitude, des milliers de membres du parti se rassemblent lors de cet événement. Joe Biden affrontera donc Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. En cyclisme, place à la deuxième étape du Tour de Wallonie aujourd'hui, une étape longue d'un peu plus de 172 km entre Fresnes-les-Envins et Wavre. Le maillot de leader du classement général est sur les épaules de Caleb Evan. En football, suite et fin de la deuxième journée de championnat aujourd'hui avec une rencontre, Waasland-Beveren Standard. Enfin, le deuxième finaliste de l'Europa League sera connu ce soir. L'Inter Milan affronte le Shakhtar Donetsk. Un match à suivre sur la 2 télé dès 21h et le vainqueur affrontera en finale le FC Séville. C'est la fin de ces informations. Merci d'être à notre écoute.